Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission dominicale Wikeko. Désormais, au Bénin, il n'y a plus de place au détournement de fonds liés aux missions officielles. Le gouvernement a mis en place un dispositif pour sécuriser les dépenses publiques et mettre à nu les cas de fraude liés au chevauchement ou au doublon des missions sur une même période. Il s'agit du CEMO, le système d'encadrement des missions officielles. Mais quelle est la pertinence de cette plateforme et à quelle fin? Eh bien, ce sera le sujet du dossier de la semaine. Rodrigue Babagbeto sera avec moi sur ce plateau ainsi qu'avec son invité dans une trentaine de minutes environ. Mais avant, les confrères et moi allons nous intéresser à la quinzaine nationale de l'emploi. Il est aujourd'hui de notoriété publique que les jeunes diplômés sont confrontés à un problème crucial d'emploi. Et voilà une quinzaine pour les aider à choisir et mieux s'orienter professionnellement. Est-ce là donc la réponse à la recherche d'un emploi décent et valorisant en rapport avec les qualifications et les compétences des demandeurs d'emploi? Suivez le décryptage avec les confrères. On va décortiquer point par point cette quinzaine. Mais avant tout cela, vous le savez, le rendez-vous habituel, c'est le mini-journal avec à la présentation Alessandra Jotan. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. On démarre par le Bénin DNS Forum, un rendez-vous majeur des questions liées à Internet et au DNS au Bénin. L'édition 2020 de cette rencontre est mise sous le thème Internet au Bénin en temps de crise sanitaire. Un thème inspiré par la période que traverse le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le Bénin DNS Forum 2020 se veut donc un creuset d'échanges et des échanges, il y en a eu. Des jeunes passionnés de l'informatique se sont réunis pour un hackathon sur le DNS. Rodrigue Babagbeto pour les détails. Un système de nom de domaine, voilà comment se définit en français le DNS. C'est un service qui permet d'associer à un site web une adresse IP, comme un annuaire téléphonique permet d'associer un numéro de téléphone à un nom d'abonné. Nous prenons par exemple le cas de cmcity.bj, c'est un exemple que je donne, mais derrière cmcity.bj, il y a ce qu'on appelle les adresses IP. Donc, ce sont des adresses IP qui communiquent avec le serveur sur lequel se trouve le site de cmcity. Donc, lorsque vous tapez dans votre navigateur cmcity.bj, derrière, il y a une recherche qui se fait. Derrière, ce qui fait le changement, ce qui fait la recherche, c'est le DNS. Sans DNS, pas d'Internet donc, et quand le système est compromis, difficile d'avoir accès à son site. Puisqu'il faut sécuriser le système, dans cette salle, près de 30 jeunes développeurs, ingénieurs réseau, ingénieurs système ou administrateurs de réseau sont réunis pour un hackathon autour du thème « Protégez vos noms de domaine, examen et audit DNS ». L'initiative vient du Bénin DNS Forum, le rendez-vous majeur des questions liées au système des noms de domaine DNS et à Internet au Bénin. L'objectif de la protection des noms de domaine ici, c'est l'infrastructure DNS qui est derrière, comment pouvoir l'auditer, comment pouvoir prendre des mesures pour empêcher en fait que des gens fassent le cyberjacking, donc volent les noms de domaine, créent des failles de sécurité en fait et prendre des mesures bien sûr pour protéger le nom de domaine. Spero est développeur web et en face de lui, Edith, une étudiante en télécommunications. Pour eux deux, un tel événement ne saurait être sans profit. Principalement, pour cette année, le thème c'est beaucoup plus réaliser un audit d'un DNS parce que je remarque qu'on ne le fait pas souvent. Alors que l'audit a pour but de pouvoir prévenir les pannes, voir le plan de la sécurité. Est-ce qu'on respecte les règles de sécurité du DNS sur certains points et tout? Bon, je pense que ça tombe à pic parce qu'avec la crise qu'on traverse actuellement, on a remarqué qu'on est plus à la maison, on utilise plus Internet et maintenant plus que jamais, il faut qu'on fasse un audit du réseau pour savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? Au sortir de ce DNS hackathon, les participants pourront contribuer à la mise en place d'un prototype de l'infrastructure DNS de bout en bout. Le Bénin DNS Forum met en avant la promotion du .bj qui est désormais le DNS national.
Madame, Monsieur, jeudi dernier a été célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée contribue à promouvoir les actions de sensibilisation et à l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Au Bénin, si la société considère parfois ces personnes handicapées comme des personnes vulnérables, eh bien, il y en existe qui se battent pour leur mieux-être. Une équipe de reporters a fait une incursion dans la vie d'un couple non-voyant. Les détails. Tout ceci là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. » Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Venons-en à présent à la renaissance des arts et de la culture au Bénin. Les acteurs des différentes filières culturelles plaident pour un renouveau de leur secteur. Ils se sont récemment réunis au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou durant plusieurs jours pour discuter autour des difficultés qui minent l'activité artistique et culturelle. Ces acteurs ont aussi échangé sur la nécessité d'être soutenus par l'État central pour un rayonnement des arts et de la culture au Bénin. Patrick Adjaboudjou. Le Bénin, terre de riches cultures, des arts et d'un patrimoine matériel et immatériel, socle d'une authenticité culturelle qui le propulse dans le concert des nations. Pour que l'État tire le maximum de profit de ces richesses culturelles et touristiques, il importe qu'une priorité leur soit accordée dans les différents projets de développement, pensent certains acteurs culturels. Comme on fait des goudrons, on fait de la maternité, on fait des constructions de marché, on devrait aussi faire de l'art une priorité. Et ça implique obligatoirement l'État. Quand vous allez en France et que vous circulez dans les rues de Paris, vous voyez les grandes bâtisses qui datent de 500 ans.
Lorsque vous allez en Chine, vous visitez la Grande Muraille de Chine. Ce sont des bâtisses qui ont été construites il y a 400 ans, 500 ans. Et ceux-là qui les ont bâtis avaient un souci de souveraineté culturelle. La culture fonctionne de cette façon. Les États se battent pour la souveraineté dans le concert des nations. Les États se battent pour une certaine présence, respectabilité dans le concert des nations. Et c'est pour ça qu'on dit que la culture n'a pas de prix. La culture n'a pas de prix et à ce titre, le secteur des arts et de la culture au Bénin mérite d'être doté d'une loi sur le financement de la culture, d'un cadre légal d'expression des talents et d'un marché local et sous-régional pour l'émergence des industries culturelles durables. Mais avant, des voix s'accordent sur la nécessité de structurer le secteur. Quand vous n'êtes pas structuré et vous parlez devant l'État, il y a des financiers. Pour mettre l'argent dans un secteur, les financiers ont besoin de comprendre le langage que vous parlez pour pouvoir l'adapter à eux, à leur langage. C'est aux acteurs culturels et aux professionnels de la culture de démontrer à l'État béninois qu'ils sont capables de créer de la richesse et de générer de l'emploi. Et je pense qu'une fois que ce sera fait, ce sera plus facile de dialoguer avec l'État. Dialoguer avec l'État en vue de bénéficier de son attention particulière est le vœu de ces acteurs culturels qui ont décidé échanger sur l'importance pour le gouvernement d'investir dans la renaissance des arts et de la culture. Il faudra nécessairement qu'il y ait des recommandations dans ce sens pour persuader l'État qu'il a le devoir moral, historique et idéologique d'investir dans la culture de son pays. On a déjà prévu le 11 décembre, date de vote de notre constitution, remettre les résolutions de façon officielle à notre État. Des acteurs culturels résolument engagés pour proposer aux décideurs de nouvelles stratégies de relance des arts et de la culture. Un secteur sur lequel mise le gouvernement pour impulser un nouveau dynamisme à l'économie béninoise. Ce sera tout pour ce mini-journal. Madame, Monsieur, Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et Week Eco se poursuit avec maintenant la revue de presse économique, une signature de Amandine Agnabossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Week Eco. Le bal des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuit. La nation donne le ton et parle d'un passage réussi pour les ministres de la Communication et de l'Énergie. Selon le quotidien, 59 milliards seront consacrés pour le secteur de l'énergie pour 25 projets. La presse du jour abonde dans le même sens et titre « Examen du budget de l'État gestion 2021 », donnant Jean-Claude Oussou et Alain Orula face à la commission budgétaire. Pour le journal, le budget du ministère de l'Énergie est en hausse de 30% par rapport à 2020 et servira à financer de grands projets. Le Télégramme annonce que Orula défend un budget de 5 milliards de francs CFA. Un budget prévisionnel constitué essentiellement des dépenses de fonctionnement et des subventions à allouer aux organismes sous tutelle en 2021 afin de satisfaire les Béninois. Amélioration du climat des affaires, 10 minutes pour créer son entreprise au Bénin. Une information à lire dans les colonnes du quotidien Le Progrès. Selon le journal, le Bénin fait encore parler de lui au-delà de ses frontières. Dans le domaine de la création d'entreprises, il est perçu comme le pays le plus rapide au monde. Une avancée reconnue par Yann Richard, économiste qui précise dans un article publié en novembre 2020 que la création d'une entreprise au Bénin se fait en 10 minutes sur la plateforme monentreprise.bj. La presse du jour renchérit et titre « Promptitude et rapidité dans la création d'entreprises au plan mondial, le Bénin s'illustre en grand ». Cette reconnaissance place le Bénin devant des pays comme la Nouvelle-Zélande, la Géorgie et la Chine. Fraternité précise que les avancées du Bénin sont saluées en ce qui concerne la rapide formalisation des entreprises. Sur un autre plan, le quotidien de service public La Nation titre
Autonomie énergétique, création d'une société de production d'électricité. Selon le journal, la décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi 2 décembre 2020. Cette société aura pour mission la production d'électricité et sa vente à la Société béninoise d'énergie électrique. Fraternité précise que la SBPE est créée pour relever le défi de la production énergétique. La réforme permet d'avoir une société béninoise de production pour une gestion efficiente et efficace de l'accès à l'énergie au Bénin. On termine par Fraternité qui fait savoir que la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi a démarré. Dans son message, Modeste Kérikou, ministre des petites et moyennes entreprises, annonce que le thème retenu est « Emploi local ». Quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? L'objectif général poursuivi à travers cette quinzaine est de mobiliser l'opinion publique et surtout les collectivités locales autour de la promotion de l'emploi au Bénin. Fin de cette revue de presse économique. Merci et très bonne suite de Week Echo. Et voilà qui plante si bien le décor du décryptage. On parle de la quinzaine nationale de l'emploi, de son opportunité et de ses enjeux. C'est le décryptage. Elle a démarré depuis le lundi 30 novembre dernier. Cela conformément aux recommandations de la politique nationale de l'emploi. 9 éditions déjà et pourtant on n'a pas vraiment l'impression que cette quinzaine apporte quelque chose au problème du chômage et de l'emploi au Bénin. Avec les confrères, on s'intéresse à la quinzaine nationale de l'emploi et sur ce plateau avec moi, Nafiou Ogushola, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là avec moi. Merci de nous avoir invités. Et à vos côtés, lui, c'est sa première fois sur ce plateau, Yedafou Manassé Koutieme. C'est bien ça. Merci d'être là également. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on démarre donc, comme je le disais, sur la quinzaine nationale de l'emploi. Nafiou, vous avez certainement eu vent de cette quinzaine. Comment appréciez-vous l'initiative et qui, faut-il le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, à sa 9e édition? Oui, cette initiative, pour moi, j'aurais bien voulu dire que c'est une bonne initiative, mais je m'inscris toujours dans la logique selon laquelle, avant qu'on ne puisse dire que quelque chose est bien, c'est que cela ait déjà apporté des réponses qui soient bien ou bien des solutions qui soient bien. Alors, ce n'est pas pour dire que la quinzaine nationale pour l'emploi n'a pas apporté de solutions, mais je crois que déjà depuis 9 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Ouais. Ça a apporté quelque chose parce que quand on voit toutes les initiatives, tout ce qui est organisé dans le cadre de cette quinzaine-là, forcément ça apporte quelque chose. Maintenant, quant à savoir si ça a comblé les attentes, sinon toutes les attentes, sinon quel pourcentage des attentes des entrepreneurs, ça c'est encore un autre débat. Ouais. Mais quant au bien fondé de la chose, c'est une bonne initiative et je crois que forcément ça a apporté des choses, beaucoup de choses. Il y a des entrepreneurs qui en ont profité, des jeunes qui en ont profité parce que c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que il y a des promoteurs privés, des cabinets, des entreprises privées et autres qui aussi prennent la chose et organisent beaucoup d'initiatives dans ce sens. Donc ce n'est pas seulement à l'État, au gouvernement, bien à l'ANP qui fait le travail, mais les initiatives privées aussi accompagnent et tout ça là, ça fait une formidable initiative qui peut donner des résultats conséquents. Alors, 9 éditions déjà, Manassé, et pourtant, comme l'a dit Nafiou, on n'a pas l'impression que toutes les attentes ont été comblées. Effectivement, toutes les attentes ne sauraient même être comblées, dans ce sens que le problème de l'emploi est un peu transversal. 9 éditions, oui. Mais est-ce qu'on a évalué déjà les 8 autres éditions? Oui, ça c'est une question pertinente. Ça ne sert à rien
d'organiser pour organiser. Et à un moment donné, il faut évaluer et pour voir ce que cette initiative a apporté de façon concrète et pratique à la jeunesse. Maintenant, au-delà de cette quinzaine, est-ce que cette quinzaine apporte des solutions à la compétence? Parce que le vrai problème, quand vous allez vers les entrepreneurs, le vrai problème auquel ces gens sont confrontés, ce n'est pas la disponibilité de la main-d'œuvre, mais c'est la compétence. Et aujourd'hui, ce problème de compétence est résolu comment? Est-ce que cette quinzaine propose des solutions? Voilà de vraies préoccupations. Alors justement, vous le dites, chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui sortent et qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Et pourtant, on organise ces quinzaines-là, mais on ne sait pas sur les milliers qui sortent, combien arrivent à s'insérer professionnellement. C'est aussi peut-être aussi la faute au système académique, parce que vous évoquiez tantôt le problème de compétences. Effectivement, c'est beaucoup plus centré sur le système académique. Et aujourd'hui, quand vous prenez les universités publiques, vous allez constater que l'offre de formation est beaucoup plus centrée sur la recherche, sur les études longues, qui ne permettent pas forcément à l'étudiant, après 5 ans d'études, d'être employable. L'employabilité de l'étudiant pose problème aujourd'hui au niveau de la formation. Et alors, seuls quelques privés essayent de régler ce problème d'employabilité en proposant des formations alternatives où l'étudiant, à partir d'un certain nombre d'années, se retrouve en situation d'entreprise. La formation en entreprise aussi, mais aujourd'hui dans le système public, il y a pratiquement cela. Et cela pose un véritable problème. Au-delà de cela, des milliers de jeunes sortent. Mais est-ce que la demande est aussi forte? Ce qui pose aussi le problème de l'orientation de la jeunesse aussi dans la formation. On a un problème véritable d'orientation. Lorsque je vois aujourd'hui des jeunes à partir de la seconde aller regarder, c'est beaucoup plus la B, la A, A1, A2, quelques rares prennent le risque d'aller en D, et C, il y en a pratiquement plus. Et puis les autres, quand ils vont dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire c'est plutôt la comptabilité, assistant de direction et autres. Or, on a besoin de la main-d'œuvre des techniciens, des ingénieurs. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vont pas vers ces filières. Vers ces filières, peut-être parce que ces filières sont difficiles. Hein. Nafiou, alors, je ne sais pas, hein, comment est-ce qu'on peut comprendre que le chômage continue de sévir? On est à 9 éditions. À un moment donné, s'il ne faut pas s'arrêter et se dire, quand même on a fait 5 éditions, il faut évaluer les 5 éditions pour voir ça a apporté quoi à la jeunesse. On a sorti combien de jeunes du chômage, on a pu aider combien de jeunes à s'auto-employer et tout ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Bon, en fait, j'aimerais, avant de développer mon point de vue, j'aimerais rappeler que on n'est pas là pour faire le procès de la quinzaine nationale pour l'emploi. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est beaucoup plus des contributions, observations en vue d'améliorer cela. Dans un de nos éditoriaux au journal L'Économiste, on avait abordé le fait de la conception de l'emploi. Quelle est la conception que nous avons de l'emploi? Quand vous avez une conception de l'emploi, ça veut dire quoi? Que demain, vous voulez que les jeunes qui soient formés, qui puissent trouver de l'emploi. Mais on a besoin de quel emploi? On a besoin de quelles compétences sur le marché béninois aujourd'hui? Mais est-ce qu'on sait les compétences dont on a besoin? Si on les connaît, maintenant, on forme dans quelles compétences? Pour quelles compétences? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Avant qu'on ne puisse attaquer, comprendre vraiment le problème du chômage, de l'emploi, c'est qu'on doit former, on doit savoir, voilà les besoins que nous avons et former les gens pour ces besoins-là. Je ne sais pas comment les gens vont s'arranger pour faire tout ce travail-là, puisque ce n'est pas nous de notre ressort. Nous, notre travail, c'est juste de pouvoir attirer l'attention là-dessus. Mais tant que ça, là, ce n'est pas fait, on sera toujours en train d'aller comme du coq à l'âne. Parce que, disons-nous la vérité, quand on prend le thème de cette année, on a emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? Je dis c'est bien. C'est sûr que les structures qui sont en train de piloter cela
vont aboutir à des résultats, puisque ce sont des compétences, et ils n'ont pas eu et tout cet agenda, toutes ces initiatives qui ont été programmées pour rien, c'est sûr, ils attendent certains résultats. Mais quand on dit emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? Ok, d'accord. On laisse la jeunesse en milieu urbain et on va dans les communes. Pour faire quoi là-bas? Il y a là-bas que des terres agricoles. C'est ça. C'est l'agriculture qui est le premier pourvoyeur d'emploi. Est-ce que là-bas, dans les communes, là, quand on est allé maintenant pour faire la promotion de l'emploi dans les communes, on fait la promotion de quel emploi? De quel emploi, tout à fait. Alors qu'en même temps qu'on est en train de faire la quinzaine nationale pour l'emploi, le FNDA, qui a une bagatelle de 100 milliards pour financer les promoteurs agricoles, est aussi en train de faire une tournée de sensibilisation. Mais est-ce que le FNDA a été associé à cette quinzaine de l'emploi? Oui, c'est une très belle interrogation. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On parle aujourd'hui d'économie numérique. Il y a assez de start-up, assez d'emplois qu'on peut créer. Quand on ira voir les jeunes dans les communes de Tukuntuna, au fin fond du pays, on va leur dire quoi? Quel emploi? Et on va leur dire quoi? Sûrement, on va leur dire aujourd'hui, là, c'est possible de créer son entreprise avec son téléphone. Mais pourquoi, si vous êtes capable de créer votre entreprise avec votre smartphone, et je viens jusqu'à Bembere, peut-être pour vous le dire, mais pourquoi je vous le dis pas par téléphone? Donc il y a assez d'interrogations. C'est vrai qu'on ne critique pas, mais on se demande, mais bon, quelle est la vision, la philosophie de ces gens-là qui pilotent ces gens d'initiative? Et pour avoir travaillé un peu par les interviews et autres avec des gens qui sont dans le domaine de l'emploi, il y a un vrai problème qu'un chercheur avait soulevé quand je l'ai suivi lors d'une conférence. Il dit, mais est-ce que c'est possible pour des fonctionnaires, des agents de l'État de trouver des solutions au privé? Je sais pas si vous les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut que je sache ce que vous êtes en train de vivre avant de pouvoir vous trouver des solutions. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est juste une interrogation qui a été posée et puis je suis en train juste de répercuter cela. Alors, Malaché, quel emploi pour quels jeunes dans les communes? Oui, c'est un très bon thème. Oui. En ce sens que j'ai toujours dit et j'ai toujours soutenu qu'aujourd'hui, les communes ne devront plus se focaliser sur la façon dont, c'est vrai, ça fait 17 ans aujourd'hui de décentralisation. Les choses doivent évoluer. Primo, quand vous prenez les PDC des communes, les plans de développement, des communes, quelle orientation pour chaque commune? Quel est le positionnement de chaque commune? J'ai l'impression même que les managers, je préfère parler des managers de ces communes, ne savent pas qu'il faut se positionner. Exactement. Je prends une commune comme Boïkan. On n'appelait pas le nom des communes, les gens vont sentir indexés. Prenez une commune au hasard. Je ne veux pas, je prends Boïkan parce que c'est un nouveau maire qui est là et tout est à reprendre à faire. Quel est le positionnement de cette commune aujourd'hui sur l'échiquier économique? C'est la même question pourrait se poser sur la même question pourrait être posée pour Boïkan, pour Banté, pour Parakou, pour Natitengu et pour tout là. Quel est le positionnement aujourd'hui? La commune a décidé de se spécialiser en quoi? Mon ami Mouftaou, il a évoqué le problème. Nafiou, et a évoqué le problème de l'économie rurale, qui aujourd'hui est primordial. Tout à fait. Et quand on parle d'économie rurale, excusez-moi, les gens voient automatiquement l'agriculture, le travail de la terre. Mais non, ça va au-delà. L'artisanat, la mise en marché des produits, la création de start-up, comme il a dit, ou encore de clusters. Aujourd'hui, on a la possibilité de rester dans nos communes et de développer ce pays mieux que ceux qui viennent dans les centres urbains. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le vrai problème, c'est d'abord les managers. J'évite de parler des élus locaux. Je préfère parler des managers. Les managers de ces communes, ils ont quelle orientation? Ils ont fait quel positionnement de leur commune? Parce que c'est par rapport au positionnement qu'il y aura des opportunités d'emploi. Encore qu'aujourd'hui, quand vous allez dans nos communes, l'économie locale est exsangue. Ça ne tourne pas. Mais justement, combien de communes aujourd'hui
présentent des opportunités d'emploi. Toutes les communes du Bénin présentent des opportunités. Mais il va falloir les identifier. Et c'est cela le rôle du manager. C'est pour ça que j'évite de parler d'élus locaux et de parler de manager. Le manager, son rôle, c'est d'identifier les opportunités de sa commune. Et d'abord d'identifier les problèmes, de les transformer en opportunités et maintenant d'attirer les investisseurs vers. Mais on a l'impression que dans les communes, c'est les gens, beaucoup plus ils construire décident les de se écoles, faire élire sans savoir réellement ce qui les attend et les enjeux auxquels ils doivent faire face. Oui, emploi local. Mais ces managers-là, ont-ils vraiment conscience de cela? Quand moi, je vois une commune qui devrait être une commune à vocation agricole, mais où tous les managers ont pris les champs d'appenteur ou ont invité les géomètres à venir tout morceler, même les terres agricoles, ils ont morcelé, tout vendu. Aujourd'hui, vous voulez que cette commune-là se positionne comment? Cette commune a toujours clamé qu'elle est commerciale, mais rien en matière de commerce. C'est des problèmes. Il faut que nos managers locaux se positionnent clairement sur le marché et par rapport à leur positionnement, qu'ils puissent attirer des investisseurs et offrir des opportunités à leur jeunesse, histoire à permettre à cette jeunesse de rester sur place et d'aider à construire la communauté. Alors, ce qui est intéressant, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas réorienter ou, je ne sais pas, déplacer légèrement la lutte contre le chômage et même contre l'emploi? Parce qu'il se pose une question de formation, d'adéquation, formation, emploi, et au-delà même, identifier, comme l'a dit Manasseh, identifier les opportunités dans les communes. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui réorienter la lutte contre le chômage? On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Et si on ne le fait pas demain, on sera toujours dans notre situation de sous-développement jusqu'au jour où on le fera. Parce que ce n'est pas un truc qu'on va faire pour plaire à quelqu'un. Et si on en est là aujourd'hui, ça veut dire que c'est parce que les réformes qu'on a jusque-là n'ont pas encore abouti. Et asseyons-nous, disons-nous la vérité. Au moins, même si nous, on ne peut pas s'appuyer sur nous, prendre des exemples sur nous-mêmes, on peut au moins prendre des exemples sur ceux-là qui ont réussi, mais ils ont pris par quoi et par quel chemin pour réussir. C'est primordial d'avoir une politique nationale claire, précise de l'emploi, pour savoir à telle échéance, on a besoin des gens qui ont telle formation. Alors, pour avoir ça là, c'est qu'on doit ouvrir telle filière et aussi pouvoir travailler avec les universités, autant publiques que privées, pour que ces universités-là puissent mettre à la disposition sur le marché de l'emploi des jeunes compétents, mais qui ont des compétences dont ont besoin les entreprises. C'est ça. On va former des gens, des milliers qui sont des dizaines de milliers qui sortent chaque année, mais qui ont des formations académiques, et c'est pour faire quoi après? Moi, j'étais déjà là, un jour j'étais avec une collègue là, avec qui je travaillais. On avait vu le chauffeur d'un ministre qui était passé, d'un député qui était passé avec la voiture du député. Et elle disait, lui et moi, on était au collège ensemble au premier cycle. C'est un nulard, il ne comprend rien dans les maths et consorts. Mais elle a fini, elle a la maîtrise. Et elle est en train de travailler. Mais lui, l'autre qui n'a pas pu même avoir le BPC, il est devenu chauffeur. Mais lui, il vit 3 fois, mais 4 fois, mais 10 fois mieux que celle-là dont on parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir et qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des circuits pour les chauffeurs directement? On ne peut pas avoir des circuits pour former des ingénieurs dans tel domaine? On identifie d'abord ce dont on a besoin. C'est peut-être ça aussi qui explique qu'aujourd'hui, avec les réformes dans le secteur de l'enseignement, on priorise beaucoup plus l'enseignement technique aujourd'hui. L'enseignement technique qu'on est en train de prioriser là, est-ce que ça répond aux besoins qu'on a aujourd'hui? Est-ce que ça répondra aux besoins qu'on aura demain? Parce que l'enseignement privé, les filières professionnelles, c'est venu il y a quelques décennies seulement au Bénin, et puis tout le monde s'est engouffré dedans. Mais on voit aujourd'hui, il y a saturation. C'est vrai que malgré la saturation, on continue de s'y engouffrer. On continue de former dedans. Puisque les universités privées, bon, il faut qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais moi, je dis que si on doit, aujourd'hui, on a un système qui valorise, qui valide les filières de chaque université privée. Mais pourquoi on valide ces filières-là alors?
Si on sait que les gens là vont former et que les gens qui vont former là, au moins 90% ne pourront pas exercer ce métier-là. Pourquoi l'État accepte alors et leur dit ok, vous pouvez former dans cette filière-là, tout en sachant qu'au moins 80-90% ne pourront pas faire valoir ce pourquoi ils ont été formés. Bon. La politique de l'emploi qui demande à être revisitée à échéance fixe pour qu'on puisse se donner des délais, qu'on puisse se donner des objectifs à atteindre dans 5 ans, dans 10 ans aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Effectivement, c'est indispensable. Mais au-delà de la politique nationale, il faut qu'il y ait une politique locale. Et c'est pour cela que je parlais des managers locaux qui doivent intégrer dans les PDC les stratégies au niveau de chaque secteur. Mais on sait que les managers dont vous parlez aussi, il ne faut pas forcément ce travail-là avant d'être élu. Oui, le problème aujourd'hui, c'est quel leader nous donnons. Le leader est à notre image. Si nous ne voulons rien faire, nous allons nous donner un leader qui ne fera rien. C'est de ça qu'il est question. Un leader qui a une vision impulse le développement. Mais un leader qui n'a pas de développement, qui veut juste être leader pour être leader, il va faire du surplace. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est avoir une politique locale. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous faites un positionnement, vous êtes obligé de demander au centre de formation de regarder ces besoins-là. Donc c'est en fonction des besoins de positionnement que les gens vont former. On n'est même pas obligé de s'attaquer aux universités. Déjà au niveau de la formation secondaire, au niveau du secondaire, on peut décider. Après le CEP, on oriente directement l'enfant. Après 5 ans de formation, il devient un constructeur mécanique, ou il devient un tractoriste, il devient ainsi de suite. Un frigoriste, un ingénieur en froid. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Parce que, comme on l'a dit, nous avons une économie essentiellement agricole. Pour que l'agriculture puisse créer plus de valeur ajoutée, il faut qu'il y ait des gens qui puissent leur proposer des solutions. Et ces solutions, ce n'est pas forcément ces gens qui font la formation supérieure qui apportent ces solutions. Et c'est pour cela que vous allez constater que le paysan et l'artisan, c'est comment c'est soudé. Ils se tiennent. Donc aujourd'hui, comment faire pour réorienter cette filière de l'artisanat pour que ce soit des gens sortis d'école qui s'occupent des solutions. Aujourd'hui, vous voyez les gens proposer pour la mécanisation, des gens proposer des solutions. Mais quand vous vous approchez de vous, vous rendez compte que c'est des gens qui se font former sur le SAP. Aujourd'hui, l'État doit regarder et se dire désormais, il faut que nous formions des gens qui puissent aller proposer des solutions de ce genre-là. Merci à vous, Manassé Yedafou, Manassé Koutiema et Nafiou Ogouchola d'être passés sur ce plateau. Je retiens fondamentalement qu'il faut réorienter la politique nationale, mais avant, il faut penser, comme l'a dit Manassé, à la politique locale de l'emploi. Merci à toutes et à tous. On installe à présent le dossier de la semaine. Et vous le savez certainement, une nouvelle plateforme existe désormais au Bénin pour détecter et signaler les irrégularités dans le cadre des missions officielles. Une réforme qui participerait à l'assainissement des finances publiques. Mais comment? C'est à cette question que nous allons répondre dans le dossier de la semaine. Mais avant, suivons cette interview réalisée par Rodrigue Babagoueto pour prendre l'avis de quelques agents de l'administration. J'ai pu vous dire que c'est une bonne décision, d'accord, qui vient arrêter en quelque sorte certains désordres. Je me rappelle quand moi j'étais encore SG en ce moment-là, il y avait certains membres du cabinet qui étaient à cheval sur plusieurs missions. C'est des cas légion, mais ça se fait au quotidien dans notre pays. Une dame qui était à une mission de la date 10 à la date 15 à Parakou, par exemple, qui se retrouve encore dans une autre mission de la date 12 à la date 13 ou 14 à Porte-Nouveau. On n'a pas le temps d'ambiguïté. Je ne crois pas qu'un Béninois
puisse être à la fois à Cotonou ou bien à Diawéré en mission et à Kandy et à Malanville en mission dans la même journée. Surtout quand l'ordre de mission est fait de façon collective, vous parvenez à y avoir sur la liste, il y a des gens qui ne viennent pas. Et pourtant, ces ordres de mission étaient visés en bonne et due forme. Ils prenaient les sous en bonne et due forme. Si tel est vraiment le cas, convenez avec moi que c'est déplorable. C'est déplorable dans la mesure où, moi je l'ai souvent dit, on n'a pas besoin de policiers pour essayer quand même d'être droit, de respecter un peu les règles, disons, naturelles de bonnes pratiques. Si vous n'avez pas droit à des avantages, je ne sais pas pourquoi, par des méthodes détournées, vous vous octroyez ces droits-là. Donc, l'un dans l'autre, je pense que la création du CEMO, comme vous l'avez dit, je pense que c'est déplorable dans la mesure où ça nous discipline. Mais comme je le dis, c'est bien. Encadrer les dépenses publiques a été toujours une bonne décision. Maintenant, ça dépend de ce que l'on met dans l'encadrement. Ceux qui ont pris cette décision-là, pourront-ils la respecter? Parce que ce n'est pas les petits agents qui vont en mission qui en réalité truandent les frais de mission. Hein. C'est les patrons, les directeurs qui gagnent d'abord bien gros leur salaire, qui veulent les améliorer, qui restent dans les bureaux et qui envoient des ordres de mission que les autres signent pour pouvoir encore bénéficier des primes. Par exemple, si on met dans la machine que le ministre doit aller ici, aller là, et si tel nom peut aller ici, la machine accepte, ils vont toujours contourner pour que certains privilégiés puissent bénéficier de ça. Je veux voir un peu quel est le test qui régit les missions officielles là. Comment veut-on l'encadrer? Est-ce seulement l'informatisation du système qui vous permet de dire que les missions seront encadrées? Bon, je suis perplexe. Et voilà les avis des citoyens avec des interrogations. Ici, en plateau, on s'intéresse à la question et on reçoit pour vous M. Éric Georges Yetognon. Il est contrôleur financier. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Avec vous, donc, nous aborderons les motivations réelles de la mise en place de cet outil. Et c'est en duo avec Rodrigue Baba-Gbeto que cet entretien aura lieu. Rodrigue, bonjour. Eh bien oui, bonjour. Mesdames, messieurs, ravi d'être à nouveau avec vous. Eh bien, sans transition, Éric Georges Yetognon, vous participiez le 19 novembre dernier au lancement de l'application web multi-acteurs et multifonctions du système d'encadrement des missions officielles, un système dont vous êtes d'ailleurs un acteur clé. Avant d'en revenir aux inquiétudes soulevées dans l'élément témoin que nous venons de suivre, déjà dites-nous, pour le citoyen lambda, le CEMO, c'est quoi? Merci, monsieur le journaliste. Il faut simplement retenir que le CEMO, système d'encadrement des missions officielles, est une réforme conduite par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et qui participe simplement à la bonne gestion financière de nos ressources publiques. Alors pourquoi cette réforme? Très bien, comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement actuel a lancé plusieurs réformes, des réformes de développement, parce que la bonne gestion des deniers publics impose de bons systèmes, histoire de mieux gérer les ressources pour avoir assez d'économies pour faire des investissements. Donc je crois que tout ceci participe à la bonne gouvernance économique et financière qui fait partie des axes du PAG. Et donc cette portion gérée par le ministre de l'économie et des finances a fait lancer une série de réformes. Je vais nommer par exemple la création de la cellule des voyages officiels qui permet aujourd'hui de façon efficiente d'émettre des titres de transport à tout agent public qui voyage à l'extérieur du pays. Et ceci permet désormais de faire gagner à l'État beaucoup d'argent. On va certainement revenir un peu sur ce qu'on gagne véritablement de façon pratique. Merci. Et donc, ça c'est la première réforme dans le
le volet assainissement des finances publiques en ce qui concerne les missions. Et comme vous le savez, les dépenses de fonctionnement sont essentiellement tirées par les missions officielles, surtout sur le plan national. Et donc, à ce niveau, si vous vous rappelez bien, en 2019, il y a le Conseil des ministres qui a validé le rapport des IGM, des inspecteurs généraux des ministères, et qui ont relevé, entre autres, plusieurs irrégularités liées évidemment aux frais de mission. Et donc, et c'est sur cela, surtout, la réforme était déjà en cours, mais le ministre de l'économie et des finances a demandé alors qu'on l'accélère, qu'on l'accélère pour sortir un système qui puisse mieux encadrer ces dépenses et qui puisse permettre aux agents d'être obligés de respecter les normes. D'accord, et vous parliez tantôt d'irrégularités constatées au niveau de la gestion des frais de mission. Je rappelle que vous êtes un acteur majeur dans la validation des ordres de mission au sein de l'administration publique. Alors, qu'avez-vous constaté concrètement? Bien, alors, c'est pas un secret, ces constats. Les OM étaient les ordres de mission, qui sont les titres qui sanctionnent évidemment ces missions officielles, étaient élaborés de façon manuelle. Et quand on dit que quelque chose est élaboré de façon manuelle, ça veut dire que c'est les hommes qui l'élaborent. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons plusieurs sortes de ministères. Il y a des ministères à gros effectifs, où c'est difficile à un homme de dire à l'OM que je veux signer, je l'ai déjà vu, le même nom, il y a 2 jours, 3 jours, et ça porte sur la même période. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des ministères dans lesquels les gens vont en mission à tout moment, et c'est beaucoup de personnes qui se déplacent. Donc, un homme ne peut pas gérer tout ça. Il faut donc un système. D'où le CEMO, système d'encadrement des missions officielles, qui est une application web multifonction qui permet désormais de faire le tri, de donner la possibilité d'émettre désormais les OM de façon électronique, après traitement et après validation. D'accord, mais dans la pratique, comment est-ce que ça va se faire concrètement? Je suppose que je dois me rendre en mission à un endroit B. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Très bien. Et comme je le disais tantôt, c'est une application hautement sécurisée. Hautement sécurisée étant donné que les accès, c'est-à-dire pour y accéder, il y a des clés. Et ces clés sont données à des personnes bien indiquées, bien connues et bien formées. Alors, donc ça fonctionne comment le CEMO? Le CEMO est aujourd'hui déployé dans tous les ministères et institutions de l'État et géré de façon participative à travers les directeurs des systèmes d'information de ces ministères, qui sont des administrateurs locaux. Donc c'est eux qui ont la charge du fonctionnement et du bon fonctionnement du CEMO sur le champ, donc au niveau de leur ministère. Alors, nous avons des agents de saisie qui sont autorisés à travers un mot de passe bien connu d'eux-mêmes pour initier les OM. Et en dehors d'eux, il y a le directeur de la structure qui doit logiquement valider. S'il a un agent sur lui qui doit aller en mission, il a son mot à dire. Il a également son mot de passe qui lui permet d'accéder à la plateforme et de valider l'OM de ses collaborateurs. Et après cela, vous avez évidemment les délégués du contrôleur financier qui sont déployés, qui sont dans tous les ministères et institutions et qui sont mandatés pour finaliser la validation. Et ceci en vérifiant vraiment si toutes les conditions sont remplies pour que l'OM soit validé. Et ce n'est qu'après cette validation que les ordonnateurs sont autorisés maintenant à éditer l'OM directement, donc au niveau de la plateforme. Mais dans l'élément témoin, quelqu'un l'a soulevé, est-ce qu'il sera facile d'incriminer un DG qui justement a la clé, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, et qui arrive à sortir un OM, à valider un OM? Est-ce qu'il sera facile d'incriminer un DG qui est coupable justement? Merci, il sera très facile. Comme je vous l'ai dit, ici il s'agit d'un système informatique et non d'une personne.
Et étant donné que le système est sécurisé, ça veut dire quoi? Tout ce qui s'y passe est retraçable. Donc si éventuellement on intègre un agent fictif, qui l'a intégré, à quelle heure il a été intégré et qui a permis ça, tout ceci sera retracé au niveau du système. Et le ministre de l'économie et des finances suit ça de pied de maître. Il y a un audit qui se fait de façon périodique et il a les remontées d'informations. Donc, c'est hautement sécurisé le CEMO. Et je vais vous dire, il est axé donc, sur une base de données unique que la base de données qui gère la paye, c'est-à-dire les agents permanents de l'État et les agents contractuels, qu'on appelle la base Soncoin. Donc, c'est interconnecté à la base Soncoin, ce qui permet aujourd'hui de ne pas éditer un OM à un inconnu ou quelqu'un qui n'a aucun contrat avec l'État. Mais je continue d'être un peu sceptique sur la sécurité. Parce que vous dites, c'est des hommes qui ont des clés, qui vont intégrer les noms. C'est des hommes qui vont contrôler. Donc, et c'est un homme encore qui va encore ordonner. Alors, à quel moment est-ce qu'on fait le travail d'éviter le chevauchement, les doublons de noms, par exemple? À quel moment est-ce que cela se fait? Bien, alors, il faut faire la part des choses. Les doublons ne sont plus possibles. Les chevauchements ne sont plus possibles parce que le système les rejette automatiquement. D'accord. Donc c'est très clair. Il ne peut plus y avoir de mission en chevauchement. Il ne peut plus y avoir de mission d'agent fictif. Donc, quand on met le nom, peut-être sur la période d'aujourd'hui à demain, par exemple, la personne va en mission, on met le nom de la personne pour Candy et au même moment, on met encore le nom de la personne pour Porte-Novo. Ça ne passera pas. Tout simplement parce que le système a déjà pris en charge que cette personne est occupée dans ce système de telle période à telle période. Et puis, étant donné que c'est directement interconnecté à la base Soncoin, ça permet également désormais de maîtriser l'indice de l'agent. Son numéro matricule, son indice, tout est retracé et généré directement par le système. Puisque avant, lorsque l'OM était manuel, quelqu'un qui n'a pas droit à l'indice supérieur à 800, on met quelque chose qui lui permet d'avoir accès parce que ce n'est pas le même montant. Les nuitées ne sont pas payées de la même manière. Vous voyez, donc ce système permet aujourd'hui de contrôler tout ça et de façon aisée. Mais on sait que lorsqu'on va en mission en temps normal, l'ordre de mission est signé par tout au moins l'officier de police judiciaire de la zone dans laquelle on sera en mission. Est-ce que l'arrivée du CEMO vient annuler tout ça? Très bien. Pour l'instant, nous sommes à la première phase du CEMO. Il y a une deuxième phase qui viendra donner la solution à votre question, qui est une question bien fondée, parce qu'effectivement, quand l'ordre de mission est émis, et évidemment, c'est l'agent qui le porte dans la localité où il doit se déplacer. Alors, ce qui se passe là-bas, on ne saurait le dire pour l'instant. Parfois, on confie ça au conducteur. On ne saurait le dire. Oui, si on doit faire une analyse à ce jour, c'est encore ce qu'on peut relever comme faille. Et qui est déjà en cours de réflexion pour être contrôlé. Alors donc, je peux déjà vous souffler que ce qui est prévu, évidemment, désormais, ce ne serait plus des hommes qui vont signer pour attester. Il y aura des robots pour le faire? Oui, bon, pas des robots, mais il y a des machines. Il y a des machines, il y aura des bornes d'identification. L'agent qui doit aller à Plaroué, par exemple, il est dit peut-être dans l'OM qu'il doit être à Plaroué le 21. Il peut ne pas aller le 21. Et la machine va dire il est venu réellement le 22 à 10h. Le jour où il vient, il s'identifie à travers l'empreinte, par exemple. Il s'identifie dans la base. Et la base, c'est la base qui renseigne de l'effectivité de la mission. Ce n'est plus un homme. Vous voyez? Et donc là, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut plus y avoir d'erreur. Oui, bon, on griffe parce qu'il y a aussi les hackers. Et on peut hacker tout ça. Oui, c'est vrai. Notre système aujourd'hui n'est pas encore aussi développé comme dans d'autres pays où il y a des hackers. Ici, ce n'est pas encore aussi développé. Mais il y en a tout de même. D'y arriver, c'est sûr que l'État... Mais vous savez que quand on développe des solutions informatiques, forcément, de l'autre côté, il y a ceux qui essaient de pirater. Oui, de toutes les façons, tout ceci sera suivi.
Oui, au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie d'améliorer et de maîtriser les failles. Voilà. Alors déjà, il faut dire qu'ici à BB24, nous sommes une chaîne de développement et nous parlons essentiellement économie. Alors, est-ce qu'on a déjà des chiffres, je veux dire, puisqu'il y a eu une phase de test du CEMO, est-ce qu'il y a eu des chiffres pour qu'on sache un tant soit peu combien est-ce que l'État a pu avoir comme sous comme économie, voilà. Parfait. Merci. Oui, je crois que j'ai souvent cette question-là à laquelle je ne réponds pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois de décembre et le CEMO a fonctionné, disons, normalement toute l'année. Oui. D'accord? Donc, je serais ravi de revenir vous dire ici, déjà en janvier, pourquoi pas, que voilà, et ce système a permis à l'État d'économiser tel milliard de francs CFA. Eh bien, on sera heureux de vous recevoir. Hein? Avec plaisir. Très heureux. Et dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée de la sentence qui est réservée à celui-là qui sera coupable justement de fraude? Très bien. Alors, vous savez, depuis l'avènement du CEMO, je crois que si réellement il y a encore des fraudes, alors là, le ministre de l'économie et des finances va frapper très fort. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait aucun système qui sécurise les agents et vous savez, on dit la présence du policier est le début de la sagesse. Alors, si les gens ont l'opportunité de frauder, ils ont fraudé, mais aujourd'hui, on a encadré, on a sécurisé. Et donc, pour frauder, il faut faire beaucoup de choses bizarres pour frauder. Et si ça arrive, vous comprenez avec moi que celui-là, franchement, on ne pourra pas le pardonner. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de test qui sanctionne toute personne qui aurait violé, qui serait allée à l'encontre de cette réforme-là. Il n'y a pas encore de... Oui, en fait, vous voulez aborder si cette réforme est encadrée sur le plan réglementaire. Je dirais oui. Oui, étant donné que le ministre de l'économie et des finances a pris une lettre circulaire pour encadrer ou pour obliger au respect donc, du CEMO. Et donc, logiquement, quiconque irait à l'encontre donc, du contenu de cette lettre circulaire, normalement, se retrouve dans une situation de fraude et aura à répondre de ces forfaits. Très bien. Evaïs Balomou, je crois qu'on est plus renseigné à présent sur le CEMO. Monsieur Yetonyon, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est franchement de remercier le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que vous savez, moi je suis en train de faire bientôt 18 ans au ministère de l'économie et des finances. Ouais. Et c'est la première fois, le ministère a eu la chance, pendant ces 18 ans que je maîtrise moi, c'est la première fois que le ministère a eu la chance d'avoir un ministre qui soit resté ce nombre d'années. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai observé en tant que cadre du ministère, le fait d'être constant dans ce choix a permis vraiment au ministère d'être développé. Aujourd'hui, nous avons des réformes dans tous les domaines, au niveau des impôts, au niveau du budget, partout. Et ça, je l'inscris vraiment en faveur de cette constance. Donc c'est pourquoi je tiens à remercier le président de la République et aussi le ministre de l'économie et des finances, Romy Alwadaï, qui, comme vous le savez, est un jeune vraiment travailleur, qui capte forcément les objectifs et essaie de les atteindre. Voilà. Merci à vous, Monsieur Éric Georges Yetonyon, pour ces précisions et pour les éclaircissements. Vous remerciez le chef de l'État. Je vous dirai qu'on a élu pour qu'il fasse ces réformes-là. Merci à vous. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez cette émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.